Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les régions se retirent de la conférence des territoires. Elles protestent contre la baisse des crédits et la non-reconduction du fonds de soutien au développement économique. Réunies en congrès à Orléans, elles attendaient de pied ferme Édouard Philippe. Nous serons en direct dans un instant. Au lendemain de la présentation du projet de loi de finances, le gouvernement a présenté aujourd'hui le budget de la sécurité sociale. Le retour à l'équilibre a été repoussé à 2020, mais de nombreuses économies en matière de santé sont déjà à prévoir. On en parle dans cette édition. Le groupe communiste du Sénat élit son président. Seule Éliane Assassi est candidate à sa succession. Le nouveau visage de la Haute Assemblée se dessine alors que 40% des sénateurs doivent choisir entre leur mandat de parlementaire et leur mandat local avant le 1er octobre en vertu de la loi sur le non-cumul. Le détail à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Oriane Mancini en direct d'Orléans au congrès de l'ARF. Le multiplex, c'est tout de suite. Le coup d'éclat des régions qui quittent la conférence des territoires en cause la non-reconduction du fonds de soutien. L'annonce a été faite en plein congrès de l'ARF alors qu'Édouard Philippe venait de s'exprimer. On va d'ailleurs retrouver en direct d'Orléans Oriane Mancini, le Premier ministre qui était loin d'être en terrain conquis ce matin. Oui Delphine, il était loin d'être en terrain conquis, mais les élus espéraient qu'il allait venir calmer leur colère. Eh bien, loin de la calmer, il a amplifié cette colère. Alors, des présidents qui étaient remontés contre le gouvernement depuis vendredi dernier, vous le disiez, et l'annonce de cette suppression du fonds de développement économique de 450 millions d'euros que leur avait accordé Manuel Valls. Ce fonds est supprimé dans le budget 2018, un casus belli pour Philippe Richert, le président des régions de France, qui l'a dit ce matin, Édouard Philippe, il ne peut ni comprendre ni accepter la suppression de ce fonds. Mais voilà, Édouard Philippe ce matin est resté sourd à ce message et loin de revenir sur cette mesure, il a justifié. Écoutez le Premier ministre. Nous avons décidé de ne pas intégrer le fonds exceptionnel de 450 millions d'euros dans le montant de la TVA qui vous sera alloué. Pourquoi ? D'abord parce que, comme son nom l'indique, il s'agissait d'un fonds exceptionnel. Que par nature, l'exception n'a jamais vocation à devenir la règle. Ensuite, parce que je ne veux pas rentrer dans une politique qui serait fondée sur des chèques en blanc ou des chèques en bois. Vous avez dit, Monsieur le Président, et vous avez raison de le dire, qu'il convient, lorsque l'on s'engage, de tenir ses engagements. Au moins autant que cela, il convient, lorsque l'on s'engage, de ne s'engager qu'à ce que l'on peut tenir. Le Premier ministre qui a affirmé ce matin que les ressources nettes des régions ne baisseront pas en 2018. Faux, nous disent en chœur les présidents de région ici ce matin. Ils dénoncent le mépris de l'État, le non-respect de la parole donnée. Ce sont leurs termes, des présidents unanimement remontés qui ont réagi très durement au discours du Premier ministre, à l'image du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Aujourd'hui, on a un État qui nous dit « Bon, franchement, on devait vous couper le bras, on vous coupe que la main, dites merci. » Eh ben non. Eh non, c'est plus possible. Donc on est à la fin du chemin. À la fin du chemin entre l'État et les collectivités locales. Et il faut que ce soit redéfini. Et la question du dialogue, le dialogue pour rien dire et le dialogue pour rien faire, ça ne sert à rien. Et je le vois, moi, sur tous les sujets. Nous, quand on donne notre parole, alors peut-être parce qu'on est plus proche des gens, pour certains, on sait pertinemment ce que c'est que la parole, au-delà de la conception de l'honneur que l'on a, mais l'État n'a plus de parole. Orléans marque un tournant dans les relations entre l'État et les régions. Voilà ce que nous ont dit ce matin unanimement ces présidents de région. Pour eux, le dialogue est rompu et pour le montrer, un acte fort. Ils se retirent de la conférence des territoires, un acte qui n'était pas prévu, qu'ils ont décidé ce matin après avoir écouté Édouard Philippe. Acte que Matignon dit d'ailleurs regretter. C'est donc un cap supplémentaire qui a été franchi à Orléans dans cette fronde des élus locaux. Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, était présent ici ce matin pour exprimer sa solidarité avec les régions. Illustration de cette union des élus locaux qui pourrait les faire devenir la première force d'opposition à Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Oriane et on vous retrouve tout au long de cette édition. Alors, autre réaction à ces régions qui quittent la conférence des territoires. Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, était au micro de Saveria Rojek. C'était il y a quelques instants, on l'écoute. Bonjour Didier Guillaume, merci de répondre à nos questions. Les régions qui quittent donc la conférence des territoires pour protester contre la baisse des crédits, est-ce que vous comprenez leur colère? Est-ce que vous la partagez, cette colère? Oui, je comprends la colère des élus, qu'ils soient des régions, des départements ou municipaux. Nous l'avons vu d'ailleurs aux élections sénatoriales, puisque les élus ont envoyé un message en augmentant le nombre de sénateurs de droite et le nombre de sénateurs socialistes au détriment des sénateurs La République En Marche. Le gouvernement s'est mal comporté avec les territoires et avec les élus. La baisse des dotations, la suppression des contrats aidés, l'APL, tout ça, ce ne sont pas des bons signes envoyés aux territoires. Par contre, moi je pense que, et j'ai aucun conseil à donner, mais lorsqu'il y a une conférence des territoires, c'est à l'intérieur qu'il faut parler. Et la chaise vide et le boycott, à mon avis, c'est pas la meilleure des solutions. Mais je me permettrai pas de donner quelques conseils que ce soit. Je ne suis pas à l'ARF, je ne suis pas à l'ADF. Mais je comprends la colère. Les élus disent ne plus avoir confiance après la diminution l'amputation de 450 millions d'euros de crédit pour l'année 2018 qui a donc été annoncée, confirmée ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe. Oui, alors moi la perte de confiance. Je ne veux pas parler de millions, de 450 millions, il faut voir concrètement de quoi ils retournent. Il y a une chose qui est sûre, c'est que dans une république décentralisée, il faut que les territoires, que les communes, que les départements, les régions aient les moyens d'assumer un service public. Or, avec les mesures qu'annonce le gouvernement, ce service public peut être amputé. Et ça, ce n'est pas possible. Et donc, il faut encore discuter, expliquer. Il y aura un budget, et au budget, nous ferons des propositions. Philippe Richert, le président de l'ARF, disait ce matin que cette décision est complètement injuste. Quelle décision? La décision d'amputer cette confirmation de l'amputation des 450 millions d'euros de crédit. C'est injuste parce que dans le précédent quinquennat, les collectivités locales ont déjà beaucoup souffert, ont eu des pertes de dotation. Donc ça en rajoute là. Il faut que le gouvernement sache ce qu'il veut faire. S'il veut avoir un partenariat avec les élus, s'il veut que les territoires fonctionnent, que les services publics soient là, alors il faut leur en donner les moyens. Bien sûr, il faut que les collectivités locales fassent des efforts de gestion. Tout le monde est d'accord, mais vous savez, les élus depuis des années font des efforts. Depuis des années n'augmentent pas leur budget de fonctionnement, même si cela est difficile. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que c'est en discutant, en travaillant dans le budget qu'on peut faire cela, pas forcément en faisant la chaise vide. Alors justement, comment on rétablit la confiance après le coup d'éclat de ce matin? Que doit faire Emmanuel Macron pour tendre la main aux élus? Pour rétablir la confiance, il faut être deux. Il faut discuter. Il faut savoir si oui ou non il y a des possibilités d'ouverture et s'il y a des possibilités d'amendement du budget lors de la discussion du Très clairement, PLF. vous dites aux élus, revenez dans la conférence des territoires, revenez et discutons? Non, je leur dis pas ça, c'est pas mon rôle de leur dire ça. Moi je pense que c'est mieux d'être à l'intérieur et de discuter. Mais là maintenant, le Parlement va se saisir du projet de loi de finances pour 2018 et à nous de faire des propositions, de voter des amendements qui pourront rétablir le lien entre l'État central et la République décentralisée. Très bien, merci Didier Guillaume d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré un petit peu plus tôt. On retourne à présent à Orléans pour une autre réaction à ces régions qui ont quitté donc ce matin la conférence des territoires. Oriane Mancini était aux côtés de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. On l'écoute. Valérie Pécresse, vous avez écouté ce matin Édouard Philippe venu ouvrir ce congrès des régions de France. Quelle a été votre réaction en entendant le discours du Premier ministre? Aujourd'hui, faire de la politique, c'est d'abord respecter la parole donnée. Il y a une parole qui a été donnée aux régions, qui était, quand on leur a transféré la compétence du développement économique et du soutien aux PME, c'était de leur donner 500 millions d'euros par an pour exercer cette compétence qu'elles avaient récupérée des départements. Et voilà, que le Premier ministre nous dit « Ah ben ces 500 millions, c'est terminé ». Alors, on ne peut pas à la fois dire que les dotations des collectivités ne baissent pas et faire ça. J'ajoute qu'à côté de ça, la parole de l'État est aussi trahie dans les contrats de plan État-région sur les infrastructures de transport où l'État n'est pas au rendez-vous. La parole de l'État, elle est aussi trahie dans les aides au maintien des exploitations biologiques pour les agriculteurs sur lesquels on nous dit « Ah ben non, les régions vont devoir payer à la place de l'État ». La parole de l'État, elle est aussi trahie sur la formation professionnelle où on nous avait laissé entendre, et je crois que c'est vrai, que nous étions les mieux placés pour faire de la formation professionnelle, des cartes de formation professionnelle, parce que nous sommes dans les bassins d'emploi tout simplement. Eh bien non, on nous dit non, c'est l'État qui décidera et les régions devront payer. Eh bien non, la vassalisation des régions, l'absence de respect de la parole donnée, tout ça, ça ne fait pas une politique. Vous diriez qu'aujourd'hui, le lien entre les régions et l'État, le lien de confiance est rompu ?
je le crois, malheureusement, parce que nous étions plutôt dans une logique de partenariat, et de partenariat, j'allais dire, tout à fait ouvert. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vraiment une recentralisation à rebours de l'histoire. Dans tous les pays d'Europe, la décentralisation est un fait, le fait régional s'impose parce qu'on gère mieux à proximité. D'ailleurs, l'année dernière, les régions ont baissé leur budget de fonctionnement. Nous avons fait des économies, alors que dans le même temps, l'État a augmenté les siennes. Donc l'État dépense toujours plus, les régions dépensent mieux, et c'est à elles qu'on prive de l'argent public. Alors je crois que les contribuables ne s'y retrouveront pas. On sent tous les présidents de région, une unanimité chez les présidents de région. Vous êtes remontés. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour vous faire entendre de l'État et du Premier ministre? Eh bien, nous nous sommes réunis et effectivement, face à ce discours recentralisateur, face à cette trahison de la parole donnée, il y a la volonté des présidents de région de sortir de ce partenariat avec l'État, de refuser d'être instrumentalisés dans des politiques qu'ils ne maîtrisent pas. Vous savez, il y a un principe constitutionnel qui est l'indépendance des collectivités territoriales. Objectivement, on fait du bon boulot. Dans ma région, plus 10% pour l'apprentissage, 5 milliards d'investissements dans les lycées, 20 milliards d'investissements dans les transports, et tout ça, vraiment, parce qu'on a fait des économies sur des postes qui étaient moins importants et moins productifs de croissance et d'emploi. Donc vraiment, on fait le travail, on voudrait être reconnu, c'est tout. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir répondu à nos questions depuis Orléans où se tient ce congrès des régions de France. Voilà pour cette réaction de Valérie Pécresse. On en vient maintenant aux conséquences des élections sénatoriales. On l'a vu, elles ont eu un impact faible sur le renouvellement, mais le contexte pourrait évoluer. En effet, les sénateurs ont jusqu'au 1er octobre pour choisir entre leur mandat de parlementaire et leur mandat local. 40% d'entre eux sont concernés par le non-cumul. Stéphane Amalian. Première séance photo pour Olivier Léonard. Il fait partie des 101 nouveaux sénateurs élus dimanche dernier. Allez, on est parti. Tout juste le temps des dernières démarches administratives et de recevoir une formation sur le fonctionnement du Sénat. Vous retrouvez tout ici, si vous vous posez la moindre question, tout est là. C'est effectivement tout nouveau, donc on essaye de... C'est bien d'abord, on a une administration qui fait un travail incroyable parce qu'ils sont très très précis et puis ils nous prennent en charge, donc je dois le dire que c'est extrêmement aidant. Cette année marque un grand renouvellement au Sénat, car outre l'arrivée de sénateurs fraîchement élus, d'autres quittent la Haute Assemblée pour se conformer à la loi de non-cumul des mandats. Comme Jean-Léonce Dupont, qui devait siéger encore 3 ans, mais qui a choisi ses mandats locaux, non sans amertume. J'ai été totalement obligé, je peux même vous le dire, parce que vous savez, on voit toujours les élus comme presque des monstres froids. Nous sommes des hommes et des femmes comme tout le monde. Nous avons des émotions, nous avons des ressentis, nous avons des sentiments. C'est un moment difficile de la vie d'un élu quand on est, comme moi, attaché si profondément aux 2 institutions qu'on a eu la chance de pouvoir servir. Sur les 177 sénateurs élus en 2014, et donc non soumis à l'élection de dimanche dernier, 101 devront faire le choix entre le Sénat ou leur mandat local. Date limite le 2 octobre. Au lendemain de la présentation du budget pour 2018, le gouvernement a présenté aujourd'hui le budget de la Sécu. Il a repoussé le retour à l'équilibre à 2020. Au programme, hausse du forfait hospitalier et du prix du tabac, mais aussi des mesures sur les prix des médicaments. On écoute Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Elle était au micro de Flora Sauvage. Nous considérons que l'ensemble de la somme liée à l'augmentation du prix des cigarettes doit revenir à l'assurance maladie. Donc tout ce qui sera en sus de ce qui est gagné aujourd'hui sur la vente des cigarettes du fait de l'augmentation du prix abondera aux dépenses d'assurance maladie de façon à compenser les dépenses liées au tabac. Car l'enjeu pour l'exécutif est donc bien de redresser les comptes de la Sécu au prix d'importants efforts demandés au système de santé pour un retour à l'équilibre. Le détail des mesures avec Cécile Sixou. Réduire le fameux trou de la Sécu, voilà l'objectif du gouvernement qui compte, grâce à son budget, trouver 4 milliards d'euros d'économies et limiter les hausses de dépenses de santé à 2,3%. Premier poste touché, l'hôpital. Le forfait jour d'un séjour devrait passer de 18 à
à 20 € et permettrait de gagner 100 millions d'euros. Le secteur des médicaments sera également mis à contribution. En favorisant les génériques, le gouvernement espère mettre 1 milliard d'euros de côté. Les administrations de la sécurité sociale devront aussi faire des efforts et baisser de 15% leurs frais de fonctionnement sur 4 ans. Enfin, le gouvernement va augmenter le prix plancher du paquet de cigarettes à 7,33 €. Côté bonne nouvelle, le gouvernement compte revaloriser les allocations que touchent les familles les plus défavorisées. Le minimum vieillesse gagnera par exemple 30 € ou l'allocation adulte handicapé 50 €. Avec ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, le gouvernement compte ramener le déficit au vert en 2018, ce qui serait une première depuis 2001. Et on ouvre tout de suite le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Claude Le Pen, bonjour, merci d'être avec nous. Économiste, professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, vous êtes spécialiste des questions de santé. Merci d'être avec nous. Bernard Jomier est également sur ce plateau, bonjour. Vous avez été élu dimanche sénateur apparenté socialiste de Paris. Vous avez longtemps été en charge des questions de santé à la mairie de Paris. Merci d'être avec nous. Puis j'accueille enfin Jean-Paul Ortiz, bonjour. Vous êtes président de la CSMF, c'est la Confédération des syndicats médicaux français. Merci à tous les trois. Première question pour vous, Claude Le Pen. Quel regard portez-vous sur les derniers arbitrages du gouvernement en ce qui concerne ce PLFSS? On voit que le retour à l'équilibre a été reporté à 2020. C'est plus sage comme décision selon vous? C'est assez sage parce que si on voulait aller plus vite, il aurait fallu faire un effort beaucoup plus important que le système aurait eu quand même du mal à encaisser. Ma première réaction, c'est qu'on est quand même dans le classique. On est quand même dans le classique. Ça ressemble quand même beaucoup, quoi qu'en dise la ministre, à la loi de financement votée pour 2017. J'ai sous les yeux les mesures qui avaient été annoncées il y a un an. On est dans le même profil. Un peu plus sévère. L'année dernière, il y avait 4 milliards d'euros. Là, il y a 200 millions de plus, 4 milliards d'euros d'économie. On va retrouver les mêmes postes, toujours un gros effort demandé aux médicaments. L'année dernière aussi autour de 1 milliard. Si on combine baisse de prix, générique, la politique d'achat aux hôpitaux, enfin, si on rassemble plusieurs rubriques qui concernent les médicaments, ça fait effectivement, on reste dans les mêmes eaux. Il y a beaucoup de mesures tarifaires qui sont liées un petit peu à cette logique. C'est-à-dire, il faut trouver des économies ou un budget pour l'année prochaine. Si on restructure le système, si on change tout, si on met en place des politiques de restructuration fortes, on aura des bénéfices. Même la prévention, qui est le chouchou de la ministre, et je m'en félicite, la prévention c'est formidable, mais ça ne donne des effets qu'à 2, 3, 4, 5 ans, c'est l'avenir. Et là, ce mécanisme budgétaire impose des économies à partir du 1er janvier 2018, dans 4 mois. Et donc c'est vrai que les mesures tarifaires sont en général les seules qui peuvent répondre à ce souci de rendement à très court terme. Alors je sais que le gouvernement réfléchit en tout cas à l'idée, disons, d'allonger un petit peu et de passer à des lois de programmation un peu plus longues. Celle-là ne s'inscrit pas dans cette logique. Il est plutôt, encore une fois, de nature traditionnelle. Bernard Jomier, si vous deviez mettre une note sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, quelle serait-elle? Vous jugez bien que les mesures contenues vont plutôt dans le bon sens? Moi, j'attendrai pour le noter qu'il soit passé devant le Parlement et que le travail ait pu se faire. Mais effectivement, on est dans un PLFSS, un projet qui est dans une continuité et qui se prive d'outils de restructuration réelle qui permettraient de sortir de la logique qu'on connaît depuis des années et des années. Alors, vous pensez à quoi, par exemple? Si on le regarde, on se dit plus 2,3%, c'est pas si mal, sauf que l'augmentation tendancielle, elle est beaucoup plus forte et donc ça impose des économies. En particulier, vous savez, la ministre a annoncé sur la stratégie nationale de santé 4 grandes priorités, qui sont de bonnes priorités. La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, la prévention, l'efficience, la qualité et l'innovation sont des axes qui sont tout à fait intéressants. Et là, à ce stade actuel, dans ce projet de PLFSS, on ne lit pas. On ne lit pas de mesures structurantes fortes qui permettent de décliner ces actes. De même, sur la question de l'hôpital, en fait, c'est une recette très classique qui est utilisée. On monte le forfait hospitalier pour donner un peu d'oxygène aux hôpitaux. Les patients vont en faire les frais, et notamment les plus précaires, mais il n'y a pas de mesure de fond, alors qu'on sait que nos hôpitaux sont en grande difficulté
ont des capacités d'investissement qui sont tout à fait insuffisantes pour faire face au virage ambulatoire, à la transition écologique, énergétique, et donc et aux investissements courants même maintenant. Maintenant, même les investissements courants sont difficiles à assumer pour de nombreux hôpitaux. Donc, on a un défaut de mesures de réorganisation structurelle et de ce fait, pour le moment, des recettes très classiques. Ouais. Jean-Paul Ortiz, est-ce que ce sont les patients qui vont finalement faire les frais des mesures contenues dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ? Ce qui me semble, c'est que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale se caractérise, comme l'a dit Claude Le Pen, par une relative continuité dans les mesures qui sont prises. Et je donnerai pour cela un exemple. Le président de la République avait proposé un Ondam à 2,3 sur l'ensemble de son quinquennat pendant la campagne électorale. Alors l'Ondam, c'est l'objectif l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Pour les téléspectateurs. Cet objectif d'assurance maladie à 2,3, il est effectivement prévu dans la loi de financement de 2018. Je rappellerai que ça correspond à peu près à ce qui a été effectivement dépensé à 0,1 point près en 2016. Pour les soins de ville, qui aujourd'hui souffrent depuis des années, alors qu'on sait qu'il faut absolument faire ce virage ambulatoire, alors qu'on sait que le recours à l'hôpital, il est désordonné, il est coûteux, et que l'hôpital a besoin de se réorienter, il a besoin de se restructurer, il faut allouer des moyens beaucoup plus importants à la médecine de ville pour assumer ce nouveau rôle qu'on voudrait voir donner à la médecine de ville et qu'elle assume déjà en partie, mais qu'elle devrait pouvoir assumer mieux. Et je donne un exemple, les pathologies chroniques, les personnes âgées qu'il faut essayer de maintenir à domicile vont nécessiter des soins pour le maintien à domicile et éviter l'hospitalisation itérative qui se répète et qui se prolonge. Il nous faut donc des moyens. Or, l'Ondam pour les soins de ville, qui est prévu à 2,4%, est exactement l'Ondam qui a été réalisé en 2016. Autrement dit, on parle beaucoup du virage ambulatoire, on parle de la prévention et nous sommes complètement d'accord pour prendre notre rôle dans la prévention, dans la vaccination, et nous y sommes favorables. Oui. Nous avons dit clairement que nous étions favorables à une obligation vaccinale parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai déficit de confiance vis-à-vis de la vaccination, parce que c'est un défi que nous devons relever. On ne peut pas accepter aujourd'hui d'avoir encore des enfants qui meurent de la rougeole dans ce pays. On se croirait dans des pays sous-développés qui n'ont pas accès à la vaccination. En France, les enfants ont accès à cet outil de prévention merveilleux qu'est la vaccination et on traîne des pieds, il y a une crise de confiance. Donc moi, je salue la ministre pour cette décision courageuse. Mais je dis aussi à la ministre, il nous faut les moyens pour assumer ce virage ambulatoire et il faut vraiment réorganiser, restructurer notre système de santé. Les médecins libéraux sont prêts à s'engager sur la nouvelle organisation territoriale. Il faut nous y accompagner. Oui, Claude Le Pen, beaucoup de choses ont été dites peut-être. Oui, mais beaucoup de choses que je partage. Je pense que notre système de santé a un gros défaut qui date des années 50, qui est cette séparation quasi métaphysique, ontologique entre la ville et l'hôpital. C'est pas les mêmes statuts, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes processus, c'est même pas les mêmes modes de contrôle, de surveillance, c'est pas la même tutelle. D'un côté, c'est l'assurance maladie, de l'autre, c'est l'État. Et c'est comme si on avait deux sécus, une qui payait la moitié du budget total aux hôpitaux, parce que les hôpitaux, c'est la moitié de la dépense de santé, et une autre sécu qui payait les médecins de ville, les pharmaciens, les dentistes, les infirmiers libéraux. Dans quel pays il y aurait deux sécu, l'une spécialisée dans l'hôpital et l'autre spécialisée dans les soins de ville? Alors que tout ce qu'on met en avant comme piste pour l'avenir, la prévention, ça se ferait à la fois en ville et à l'hôpital. L'efficience, c'est évidemment de pouvoir traiter le patient là où il est le mieux, d'abord, pour lui, et où on peut le suivre, où on peut avoir ce va-et-vient. Donc, toutes les pistes qu'on avance sont des pistes qui militent en faveur de ce rapprochement de ces deux mondes, mais toute notre organisation structurelle et la régulation budgétaire les opposent. Donc, on vit une grande contradiction en France. D'un côté, on veut fusionner tout ça au nom, effectivement, du virage ambulatoire et de la proximité, et de l'autre, le système est organisé de manière institutionnelle à ce que ces mondes s'ignorent, voire il y a des réticences peut-être aussi de la part des personnels de santé aujourd'hui liées à cette spécificité française. Peut-être Bernard Jomier, je ne devrais pas. Il y a aussi une autre coupure qui est vivace dans notre système, qui est inscrite dans la loi, c'est celle entre le sanitaire et le médico-social. Absolument, et qui, absolument. face à une évolution structurelle des dépenses de santé qui est liée
au vieillissement, à l'intrication de problématiques de pathologies chroniques, mais aussi de difficultés sociales. Une personne âgée qui a une maladie d'Alzheimer, il faut lui apporter à manger, il faut qu'il y ait des aides à domicile, il ne faut pas que des soins médicaux par les professionnels de santé. Et donc, cette coupure fait que la coordination est mal faite, et que c'est ce que je regrette aussi, c'est que ce PLFSS, le premier d'une nouvelle législature, c'est le moment où on peut lancer les grandes réformes. Ce n'est pas dans 3 ans, on le sait tous. Si à ce moment-là, on ne lance pas ces grandes réformes, on ne dit pas qui fait la coordination. Parce qu'actuellement, le virage ambulatoire qui est en cours, l'hôpital dit « moi, je vais faire la coordination avec la ville ». La ville dit « non, c'est moi qui vais faire ». Souvent, on pense qu'il y a une vision trop centrée sur les chiffres, trop centrée sur cet objectif de réduire le trou de la sécurité sociale. Alors, l'approche purement comptable, moi, on ne peut pas la partager. On ne peut pas dire toujours oui, on ne dépense pas assez et en même temps, il faut avoir une approche qualitative. On ne sortira pas de la discussion sur les chiffres si on ne restructure pas, si on ne réforme pas profondément l'organisation des soins, en respectant chacun dans ce qu'il apporte à notre système de santé. Mais encore une fois, d'où viennent les blocages? Pourquoi on n'y arrive pas, peut-être, Jean-Paul Ortiz? Je partage complètement ce que vous venez de dire dans votre dernière partie d'intervention. Parce que nous sommes dans une contradiction entre la nécessité de réorganiser notre système de santé, à l'hôpital bien sûr, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réorganiser l'hôpital pour qu'il soit plus performant, qu'il soit vraiment la structure de recours, éviter que pour tout et n'importe quoi on aille aux urgences par exemple. Il faut restructurer la médecine de ville qui doit se regrouper, devenir vraiment des offreurs de soins dans les territoires et avoir cette responsabilité d'organisation territoriale. Et dans le même temps, nous devons réorienter notre système de santé vers la prévention. Or, on sait bien que les moyens qu'on met aujourd'hui dans la prévention n'auront un impact sur les dépenses de santé qu'à moyen, voire long terme. Voilà une des contradictions dans lesquelles nous sommes, parce que on est obligé de donner du temps au temps. De la même façon, lorsqu'on parle de pertinence et de qualité des soins, et je l'ai dit à Madame la Ministre, nous sommes prêts à nous y engager sur la pertinence et la qualité des soins, mais n'attendez pas d'avoir un résultat comptable immédiat, dans les mois qui suivent. C'est pas possible. Donc nous sommes tout à fait prêts à développer ces axes qui iront dans la meilleure prise en charge des patients, qui permettront d'avoir un soin adéquat, éviter les actes redondants, justement casser ces frontières entre la ville et l'hôpital, mieux transmettre les informations, les examens complémentaires qui sont faits. Mais pour ça, il faudra donner un peu de temps pour que le système de santé dans sa globalité, dans le cadre d'un parcours de soins qui va aussi bien de la ville vers l'hôpital que l'inverse, pour que l'ensemble du système de santé soit beaucoup plus efficient et génère des économies grâce à ces transformations de fonds. Et je regrette que ce PLFSS soit un peu un PLFSS qui est très proche de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Ouais. Sans des mesures qui avaient braqué la profession, on se souvient de la suppression du tiers payant avec Marisol Touraine. Bien sûr, bien sûr. On n'en est pas là. Claude Lepelle, vous souhaitez intervenir? Je voudrais aussi vous entendre sur les 3 branches qui sont à l'excédent. Accident du travail, retraite, famille, ça c'est une première. Depuis 10 ans, il y a quand même des choses positives? Il y a quand même des choses positives. Le déficit, c'est compliqué. Et on le réduit par rapport à quoi? Par rapport à ce que le gouvernement, par rapport à 2016, il est réduit. Par rapport à ce que le gouvernement précédent entendait pour 2017, il est il était un peu supérieur. Par rapport à ce que la Commission des comptes prévoyait en septembre, il est aussi réduit. Donc tout dépend un petit peu du terme de référence. C'est vrai qu'il y a des branches qui dégagent un excédent temporaire, parce que certaines branches sont menacées de retourner au déséquilibre en 2018, notamment la branche retraite, qui fait 1,5 milliard d'excédent cette année, en partie à cause des mesures qu'on a prises. C'est-à-dire que c'est pas un excédent qui tombe du ciel. Il y a eu depuis plusieurs années des mesures prises en matière de retraite que tout le monde connaît, qui ont fait descendre les gens dans la rue, qui risquent de le faire encore descendre. Il y a une manifestation encore aujourd'hui des retraités. Donc bon, alors on voit au moins peut-être là qu'il y a effectivement un résultat. Sur la branche famille, il y avait, et sur la branche AT-MP, la branche accident du travail, elle a toujours été un peu en excédent parce que c'est une branche intéressante d'ailleurs, parce qu'on ajuste les cotisations en fonction des dépenses, contrairement au reste. Si vous voulez. Donc elle est un peu structurellement, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, si vous voulez dépenser
dépensez plus, vous payez plus. Soit Sécu, c'est pas ce qu'on fait. On dit dépensez plus, mais on n'augmente pas, disons, les recettes de la sécurité sociale au même niveau. Un point quand même, c'est ce jeu auquel jouent là les gouvernements n'est pas très durable. Je regardais un petit peu la série. En 2015, on a fait un plan d'économie de 3,2 milliards. En 2016, de 3,4 milliards. En 2017, de 4 milliards. Et maintenant, de 4,2 milliards. Si je prends 2010, c'était 2 milliards. Donc tous les ans, on rajoute un plan d'économie de 200 millions, 300 millions de plus. Alors l'année prochaine, ça sera combien? Ça sera 4,8 milliards, et après 5,2 milliards et 5,3 milliards. Jusqu'où va-t-on aller dans cette espèce de, disons, d'inflation de plan d'économie? On met de l'argent dans le système, mais d'un autre côté, on lui demande aussi de faire des économies. Donc les professionnels n'y comprennent pas grand-chose, parce qu'ils voient au fond qu'ils ont plus de mal à travailler, alors même que les besoins de santé augmentent et que les besoins de la population sont croissants. Et donc on est dans une logique qui, si on ne prend pas effectivement, là je suis d'accord, des vraies mesures, notamment sur ces césures. Hein. Notre système est fondé sur des césures, ville-hôpital, médico-social, médecine générale, médecine spécialisée. Il y a toute une série de césures, alors que l'avenir du système, c'est la coopération, la collaboration autour du patient. Donc là, il y a vraiment une réflexion de fond à avoir sur l'avenir de notre système. Bernard Jomier, c'est vrai que c'est le dilemme du gouvernement. Il est mécaniquement confronté à un vieillissement de la population et donc à une augmentation des dépenses de santé. Et pourtant, l'assurance maladie, on appelle ça l'homme malade de la Sécu, avec toujours cette branche qui reste déficitaire. Oui, mais enfin, il n'y a rien d'inattendu. Le vieillissement de la population, on le connaît tous, il est écrit, on peut le projeter à 10 ans, à 15 ans, avec l'évolution de l'espérance de vie. On sait que les problématiques de vieillissement, de pathologies chroniques, de maintien à domicile, voilà, sont devenues essentielles et que l'articulation entre les intervenants est devenue essentielle. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'on est un pays qui dépense beaucoup pour sa santé, 11% environ du PIB, donc c'est tout à fait significatif, mais que le système, encore une fois, a été fondé dans ses grandes lignes à une époque où le besoin de santé était un besoin plus de pathologies aiguës, de maladies aiguës qu'on allait guérir. Rapidement, on allait entrer à l'hôpital, se soigner, tout le monde connaît ça, sortir. On a fondé un système hospitalo-universitaire quand même il y a 60 ans maintenant, qui évolue. Il faut dire qu'il y a eu des évolutions marquées, mais qui évolue insuffisamment vite au regard des modifications épidémiologiques, c'est-à-dire du changement de la nature des problèmes de santé auxquels on fait face. Et là, cette adaptation, si elle n'est pas menée très rapidement, on va se retrouver chaque année, c'est un marronnier avec un PLFSS qui dira oui, non mais je vous assure, on a eu une ministre il n'y a pas longtemps qui nous a dit ça y est, on est à l'équilibre. Bon, donc au fur et à mesure qu'on approchera des élections, à dire on est à l'équilibre alors qu'on ne l'est pas du tout et qu'on a des ressources qui sont tout de même relativement importantes. Elles pourraient l'être plus si la situation de l'emploi s'améliorait, mais elles sont relativement importantes. Donc la question, c'est bien plus qu'une question strictement quantitative, de réorganiser ce système. Et les pistes, encore une fois, on les connaît. Je vous disais tout à l'heure que la ministre a posé des bons principes. Mais la prévention, ça ne peut pas être simplement d'augmenter le prix du paquet de tabac pour que les gens fument moins. La prévention, c'est aussi d'agir en amont des maladies. Et on sort du cadre strictement du soin. On sait maintenant 3 problèmes majeurs de santé publique en France. Le tabac, l'alcool et la pollution de l'air. Si vous n'agissez pas, et ça prend du temps, ça prend des années, sur ces grands facteurs, ces grands problèmes de santé, vous ne faites pas de prévention. Donc la prévention, elle se joue en dehors du système de santé stricto sensu. C'est très important, c'est aussi une transformation qu'on doit mener. Jean-Paul Ortiz. Oui, la question qu'il faut se poser dans le système de santé aujourd'hui, et vous avez raison, on y consacre beaucoup de moyens par rapport à notre PIB, c'est que nous avons, comme dans tous les pays industrialisés, une augmentation liée au vieillissement et aux avancées de la médecine, qui est autour de 4,5% pour les dépenses d'assurance maladie si on ne fait rien. Or, chaque année, on essaie effectivement de contenir ces dépenses d'assurance maladie tout en essayant de ne pas induire une surparticipation des patients dans leurs dépenses d'assurance maladie. Et je voudrais d'ailleurs rappeler à ce propos, et je m'en félicite, parce que nous sommes très attachés à un système solidaire, grâce à la sécurité sociale, que nous avons en France ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce que les Français paient directement de leur poche, qui est le plus bas des pays de l'Europe des 15 et le plus bas des pays de l'OCDE, qui est à un peu moins de 8% et qui, d'année en année, a tendance à diminuer. Le problème qu'on a sur ce reste à charge, c'est qu'il est mal réparti. Et à l'échelon individuel, on peut avoir un reste à charge qui est important.
Et la problématique dans cette masse que nous consacrons à la santé, c'est comment faire pour mieux utiliser ces deniers collectifs. Et là, nous savons qu'il y a une réorganisation dans la transversalité à faire. Il faut absolument qu'on réoriente notre système de santé vers la ville, vers la proximité, parce qu'encore une fois, le recours à l'hôpital coûte cher. Nous avons en France un des taux d'hospitalisation les plus élevés de l'OCDE, comparativement aux autres pays européens. Est-ce qu'il faut passer par des mesures davantage coercitives pour réorganiser notre système de soins? Je parlais tout à l'heure d'éventuels blocages. D'où ça vient si on n'y arrive pas? Ça veut dire qu'il faut accompagner les professionnels de santé dans leur globalité sur le terrain pour qu'ils puissent mieux s'organiser. Moi, je suis frappé, quand je fais le Tour de France, de voir l'ingéniosité, l'inventivité que nous avons auprès des patients. Les médecins, ils s'organisent entre eux, ils se coordonnent pour essayer de monter un certain nombre de choses. Nous nous heurtons à une réglementation qui est très lourde, à une dérive bureaucratique de notre métier qui est insupportable parce qu'on passe au moins 30% de notre temps à faire de la paperasserie au lieu de se consacrer aux soins. Voilà les vrais problèmes que nous avons. Et effectivement, nous sommes prêts à nous engager, mais on doit nous aider, on doit nous accompagner dans cette organisation à l'échelon des territoires, parce que nous avons quand même deux enjeux majeurs et deux problématiques que ressentent les Français. C'est d'abord trouver un médecin traitant partout. Alors on parle des déserts médicaux, moi j'aime pas parler des déserts médicaux parce qu'en général ce sont des déserts tout court, mais effectivement les médecins ont cette responsabilité territoriale de permettre à tout le monde d'accéder à un médecin traitant. Et la deuxième problématique que ressentent les Français, c'est accéder à un médecin spécialiste dans des délais raisonnables. Et pour ça, il va falloir aussi qu'on s'organise mieux pour avoir un recours à l'ensemble du système de santé qui soit plus cohérent. Peut-être Claude Le Pen, on se souvient que le précédent quinquennat avait été marqué par la question du tiers payant qui avait cristallisé les débats, beaucoup de tensions autour de la ministre Marisol Touraine. Est-ce que vous pensez, finalement on parlait d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale plutôt classique, qu'on n'a pas voulu prendre des mesures plus contraignantes pour les médecins pour ne pas braquer la profession dès le début du quinquennat? J'étais un peu surpris parce que les bruits qu'on avait à travers les entretiens qu'on peut avoir avec pas mal de gens dans le système laisser percer une volonté de taper un peu fort, etc. Puis à la fin, on se retrouve avec un plan assez classique. Donc je pense qu'il y a dû avoir des débats internes à l'équipe gouvernementale pour finalement ne pas aller jusqu'à, disons, un effort qui aurait été de 1 milliard de plus. On parlait de 5 milliards à un moment d'effort. On parlait d'ONDAM à moins de 2%. Donc il y a eu certainement des arbitrages qui ont conclu qu'il fallait plutôt apaiser les choses. Je crois que le quinquennat précédent a créé une tension entre les professionnels de santé et l'État sans précédent. Les relations ont toujours été compliquées entre les professionnels de santé et la sphère publique. Ça n'a jamais été, disons, un long fleuve tranquille pour plein de raisons historiques, etc. Notamment en France, peut-être plus que dans d'autres pays anglo-saxons. Mais c'est vrai que cette histoire de tiers payant, au-delà même de la technique, si vous voulez, du fait que les gens, parce qu'après tout, le tiers payant, il existe à l'hôpital, il existe en pharmacie, il existe dans beaucoup de choses. Ce qui a heurté les professionnels de santé, c'est d'abord de se sentir un peu méprisés. C'est-à-dire qu'on décidait ça un petit peu en dehors d'eux. C'est ensuite de leur transférer une charge administrative. Ils considèrent qu'ils ne sont pas médecins pour faire de la paperasserie. Jean-Paul vient et puis de dire au fond, on ne croit plus à la médecine libérale. On ne croit plus à voilà. Donc cette médecine libérale sera une médecine encadrée, salariée, etc. Donc c'est plus, si vous voulez, sous l'angle. Donc les leçons ont été retenues du passé. Plus que sur l'angle purement technique du tiers payant, qui je crois que les Français veulent. Et encore une fois, c'est assez logique. En pharmacie, ils l'ont. Ils pourraient aussi bien l'avoir chez un médecin. C'est un petit peu cet environnement, disons, politique, et c'est peut-être ces erreurs de communication qui ont un peu crispé le débat. Que le gouvernement actuel veulent que les choses retombent, je le comprends. Cela étant, il ne faut pas que ça devienne de l'immobilisme. Il ne faut pas que sous couvert, disons, de calmer les tensions, on ne fasse que reproduire un petit peu cette logique budgétaire à court terme dont on parlait il y a un instant. Eh bien, merci Claude Le Pen, merci à vous Bernard Jomier, merci Jean-Paul Ortiz. On en vient à présent à l'autre temps fort de la journée. Aujourd'hui, c'est la colère des régions qui ont décidé de quitter la conférence des territoires. On va d'ailleurs tout de suite retrouver Ariane Mancini en direct d'Orléans pour une réaction avec le président de l'ARF, justement, Philippe Richert. Non, alors avec Carole Delga pour la région Occitanie. Bonjour Carole Delga. Comment avez-vous réagi ce matin en entendant le discours d'Édouard Philippe ?
Un sentiment vraiment d'avoir un manque de considération, un sentiment de déception, parce qu'on a eu la présentation par un Premier ministre d'une France qui est complètement recentralisée, d'une France qui est verrouillée. Et donc les régions ont démontré toute leur capacité à s'adapter à un nouveau contexte, avec le transfert de compétences, mais surtout leur réactivité, leur sérieux budgétaire. Et là, nous avons entendu un État fermé, un État qui recentralise, un État qui veut être le décideur et que les régions, les collectivités locales n'aient plus aucune capacité d'initiative, mais surtout aucune capacité d'adaptation. Parce qu'avec la baisse des dotations qui est donc annoncée, qui sera au moins de 450 millions d'euros pour l'année 2018, c'est déjà la rupture de la signature de l'État, c'est-à-dire c'est le non-respect d'un engagement qui a été pris par écrit sur le transfert d'une compétence, la compétence d'aide aux entreprises accompagnée d'un transfert de ressources, mais c'est surtout la volonté d'étrangler financièrement et de donner moins de possibilités aux régions pour accompagner les entreprises dans les mutations. Mutations sur le numérique, mutations également écologiques. Et nous devons, les régions, être des fers de lance de la croissance. Et c'est possible à travers les compétences qui nous sont données par la loi. Donc c'est vrai que c'est un sentiment de mépris et puis une forte déception. Sous la présidence de François Hollande, la dotation aux collectivités a baissé. Là, Édouard Philippe l'a dit, il n'y aura pas de baisse de dotation, il n'y aura pas de baisse des ressources nettes des régions en 2018. Est-ce que quand même vous ne vous dites pas qu'il y a du mieux ? Ah non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est tout simplement pas vrai, parce qu'il y a une baisse des dotations. Si on avait été sur le même calcul que la baisse des dotations pour les régions sous le précédent quinquennat, c'est 300 millions d'euros qui auraient été supprimés. Là, on est sur 450. Et puis surtout, je me permets de rappeler que ce sont nos dépenses, de par les transferts de compétences qui ont été actés entre les régions et les départements, par la loi, qui ont augmenté. Donc de dire que les recettes n'augmentent pas à due proportion par rapport aux dépenses, sachant que je me permets de rappeler que la Direction générale des collectivités locales, c'est-à-dire l'État central, avait estimé le transfert de la compétence économie à 800 millions d'euros. Comme nous avions souhaité être dans une dynamique de mutualisation, de péréquation, nous avions discuté avec le précédent gouvernement sur une base de 600 millions d'euros. Avec une part de la fraction de TVA, qui est en fait une recette fiscale dynamique, nous avions accepté d'être sur le chiffre de 450 millions d'euros. C'est-à-dire déjà, les régions d'elles-mêmes avaient accepté d'être sur un mode de mutualisation et donc de rigueur sur les dépenses publiques. Mais là maintenant, c'est moins 450 millions. Il faut arrêter par des artifices de vouloir faire croire des contre-vérités. La politique, c'est le respect de la parole donnée. La politique, c'est l'action pour nos citoyens, pour créer de l'emploi, et donc c'est le soutien à nos entreprises. La politique, ce n'est pas de la cosmétique. Du coup, vous approuvez Philippe Richert quand il annonce que les régions de France se retireront de la conférence des territoires pour protester et pour dénoncer le mépris de l'État ? Et c'est surtout les régions qui n'acceptent pas de pouvoir contractualiser dans ces conditions-là. Je veux dire, on est dans un processus qui est irrespectueux des collectivités locales dans son ensemble, qui ne respectent pas la parole donnée et surtout qui n'est pas dans une dynamique de retour à la croissance. On doit être un PAC pour servir la France, pour redonner, redonner en fait une dynamique, un renouveau économique. On doit être tous mobilisés. On ne peut pas être dans une vision colbertiste où tout se décide dans des bureaux parisiens à l'intérieur du périph' et après la base doit s'exécuter. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une république une indivisible, une république une indivisible qui soit forte. C'est une république des territoires. Merci beaucoup Carole Delga d'avoir été avec nous depuis Orléans. Vous le voyez, il y a une unanimité de tous ces présidents de région pour dénoncer le mépris de l'État suite au discours d'Édouard Philippe ce matin ici à Orléans. Merci beaucoup Oriane. Retour à présent au Sénat où le groupe communiste élit son président. Sans surprise, c'est Éliane Assassi qui devrait être réélue. Elle est la seule candidate à sa succession. Alors pour en parler, on va retrouver Saveria Rojek avec Pascal Savoldelli. Il a été élu sénateur communiste du Val-de-Marne dimanche.
Bonjour, Pascal Savoldelli, tout nouveau sénateur communiste du Val-de-Marne. Les communistes qui ont fait de bons résultats lors de ces élections sénatoriales avec 13 sièges conservés pour le groupe communiste au Sénat. À quoi devez-vous, selon vous, ces bons résultats du groupe communiste? Est-ce que c'est l'ancrage local de vos élus? Est-ce que c'est au contraire la grande contre le gouvernement qui a joué? D'abord, moi aussi, je vous dis bonjour. Après, vous me posez la question des résultats des élus communistes et républicains aussi. Je veux dire qu'il y a un fort renouvellement, puisque ce résultat s'obtient aussi avec un fort renouvellement. Donc, vous avez raison, il y a une question d'ancrage, il y a l'ancrage local, mais il y a aussi une dimension nationale, puisque les élections sénatoriales sont des élections d'abord nationales, mais qui aussi ne peuvent pas ignorer les rapports de force locaux. Donc c'est vrai qu'il faut comptabiliser les 13 sénatrices et sénateurs qui constituent notre groupe, mais il faut aussi regarder aussi dans certains endroits, dans le scrutin majoritaire, aussi des résultats qui vont au-delà de notre influence. Alors on vous connaît peu pour le moment, mais vous êtes un élu local. Sur quel dossier, dans quel domaine comptez-vous vous investir? Vous comptez travailler au Sénat sur un thème en particulier? J'ai vu que vous avez déjà posé une question au ministre des Armées sur les jardins ouvriers d'Ivry. C'est vrai que je pense qu'on a été élu, on a été mandaté pour faire un travail. Je pense à un travail de 3 ordres. Et je dis ça tout en étant un homme curieux, militant. Donc il y a la question des lois, évidemment, ici, avec le rôle que joue le Sénat, cette Assemblée. Il y a le travail avec les élus locaux. Je pense que les élus locaux doivent être entendus et respectés. Et puis il y a aussi un travail avec les citoyens, ce que j'appelle ce qui fait société, quoi. Les syndicats, les associations. Et là, j'ai un parcours d'élu local, c'est vrai, d'Ivry. J'ai été conseiller municipal, maire adjoint, je suis vice-président maintenant du département, encore quelques jours, aux finances et à l'aménagement. Voilà, j'avais un site, 350 familles. Ils exercent une activité ludique, d'intérêt général. C'est des jardins ouvriers. C'est une emprise qui est à côté des archives cinématographiques de l'armée. On prive l'accès à 250 familles de ces jardins ouvriers au nom de considérations de sécurité liées au sol, pour l'insécurité qu'ils occasionneraient. J'ai posé tout de suite cette question. Je vais en poser une nouvelle dans peu de jours, sur la question des transports. Un des premiers combats des communistes ici, ça va être le budget. Les communistes ont déjà dénoncé un budget pour les riches. C'est ça votre angle d'attaque sur le budget? Un budget pour les riches? Écoutez, moi j'observe et je pense qu'il faut regarder les choses factuelles, choses vraies. On vient d'avoir un quinquennat où on a demandé, l'État devait faire 21 milliards d'économies, les collectivités territoriales 11 milliards. D'aucuns n'y arrivaient. Mais déjà, il y avait déjà un problème. On demandait la moitié de la somme d'économies aux collectivités, alors que les collectivités territoriales ne représentent que 10% de la dette publique. Il y avait déjà une anomalie. Deuxièmement, les collectivités territoriales, on le sait bien ici, et les populations le savent, les 3/4 de l'investissement sont les investissements publics. Crèches, écoles, et tout logement, toute une série de réalisations. Et là, on a maintenant un budget où c'est vrai, franchement, c'est un budget qui provoque de l'inégalité sociale. Ce qui est fait sur l'impôt, par exemple, sur les fortunes. Une dernière question. Vous êtes un élu local, désormais sénateur. Les régions de France, les présidents des régions de France ont quitté tout à l'heure la conférence des territoires pour protester contre la baisse des crédits, la baisse des dotations. Est-ce que vous comprenez cette colère des élus locaux? Complètement. Vous avez eu un précédent avant, puisque vous avez vu que l'Union sociale de l'habitat, en congrès, a arrêté les discussions sur la question de la baisse des APL. On va mettre au tapis, c'est-à-dire que là, on va dissoudre en un tour de main 120 offices HLM en France. Donc il va y avoir une succession, à mon avis, d'un très fort mécontentement, d'un rejet qui prend des formes différentes, mais je pense que les départements vont aussi avoir la même attitude. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette réaction. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous, Saveria. Et on prend tout de suite la direction d'Orléans, où le congrès de l'ARF a été marqué par ce coup d'éclat des régions qui ont décidé de quitter la conférence des territoires. On retrouve Oriane Mancini et vous êtes avec Philippe Richert, c'est le président justement de l'ARF. Oui, Philippe Richert, le président des régions de France, président de la région Grand Est. Philippe Richert, ce matin, Édouard Philippe a confirmé la suppression du fonds de développement économique d'un montant de 450 millions d'euros. Quel est votre sentiment ?
C'est quelque chose qui est incompréhensible. Bien sûr, on comprend que l'État a des problèmes financiers, ça, chacun le sait. Mais aujourd'hui, dire partout qu'il n'y aura pas de baisse de dotation et supprimer 450 millions, c'est quelque chose d'incompréhensible dans l'attitude. C'était quoi ces 450 millions? Lorsque les départements ont abandonné la compétence économique que les régions reprennent, c'est un transfert de compétences qui doit être, par la loi, compensé par une dotation. L'État a mis en place cette dotation, 600 millions d'euros, au travers de 2 fonds de 450 millions, puis ensuite 150 millions. Et ici, on décide que 450 millions sont supprimés. Si ça, c'est pas une baisse de dotation, moi, je comprends plus rien. Alors, comment est-ce que ça se passe? L'État dit, j'ai pas d'argent pour le faire. Cette décision a été prise de façon totalement unilatérale. On n'a pas été associé à un moment donné. On n'a pas été informé en amont. On a découvert cela comme ça. Je veux dire que c'est vraiment un manque total dans le climat de confiance qui doit régner. Donc le gouvernement d'un côté organise les états généraux des collectivités, des territoires, où il dit que l'essentiel c'est de créer un climat de confiance, et en même temps, sans rien annoncer, il supprime une dotation de 450 millions d'euros qui était destinée à ce que les régions puissent accompagner les entreprises dans leur développement, dans l'innovation, dans l'exportation, dans leurs projets. Comment comprendre cela? L'État, tout simplement, décide de son côté de faire. J'avais rencontré le Premier ministre hier soir, a ouvert des pistes pour qu'il puisse s'y retrouver. Aujourd'hui, il revient en disant « je prends la décision, je supprime, mais je... » Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Toutes les collectivités aujourd'hui s'interrogent. Les régions, toutes les régions, quelle que soit la couleur politique, et quelles que soient les collectivités de statut particulier, comme par exemple la Corse, tout le monde s'associe pour dire qu'on ne peut plus travailler avec le gouvernement dans ce climat de mépris qui est affiché vis-à-vis des collectivités territoriales. Édouard Philippe maintient quand même le remplacement de la DGF par une part de TVA pour les régions, ce qui vous fait une ressource dynamique. Il a dit ce matin que les ressources nettes pour les régions ne baisseraient pas en 2018. Est-ce que vous n'en demandez pas trop, Philippe Richert? Mais attendez, excusez-moi, je ne peux pas juste répéter ce que vous êtes en train de dire. C'est 600 millions d'euros qui sont prévus par la loi, signature par un Premier ministre. Et sur les 600 millions, il nous remet 100 millions. Donc il y a 500 millions qui disparaissent dans le haut. 500 millions. Comment vous voulez dire qu'il n'y a pas de baisse? Il y a 500 millions de baisse. Après, on peut faire toutes les... Non mais, bien entendu, mais je pense que lorsqu'on répond, on peut vérifier un petit peu la réalité et la véracité. Donc c'est 500 millions de moins que ceux qui est signé avec le gouvernement précédent. Et le Premier ministre dit, oui, c'est vrai que le gouvernement précédent, le Premier ministre précédent a signé, mais moi je ne le respecte pas. Quand moi j'étais enseignant, quand j'ai des élèves en face de moi, j'essaye de leur expliquer le besoin du respect de l'autre, le besoin de respecter les engagements qu'on prend. Là, c'est la signature de la République. Et la signature de la République n'est pas respectée par le Premier ministre. C'est quelque chose qu'au niveau des collectivités, nous ne pouvons pas accepter. D'où aujourd'hui ce climat, effectivement, de défiance et l'incapacité de continuer à travailler avec ce gouvernement dans ces conditions. Et nous attendons qu'il revienne de meilleurs sentiments. C'est le discours d'Édouard Philippe ce matin qui vous a fait prendre la décision de quitter cette conférence des territoires. C'est une décision qui n'était pas préméditée? Évidemment que non. Nous étions, et je l'ai dit dans mon discours. Dans mon discours, j'ai indiqué que nous sommes allants pour être des partenaires, pour faire que la France gagne, parce que nous avons besoin de ce climat de confiance qui nous permet d'aller de l'avant. Et dans la suite, le Premier ministre dit, écoutez, non, j'ai décidé que ça ne sera pas le cas. C'est une décision du Premier ministre, c'est grave. Nous sommes aujourd'hui région de France, mais aussi l'Assemblée des départements de France, donc les deux niveaux de collectivité décidés à ne pas aller à des rencontres, puisque chaque fois que nous allons à ces rencontres, chaque fois qu'il y aura une signature en dessous, on se dit de toute façon ça rime à rien, puisque remettre en cause des signatures. C'est un problème de confiance essentiel. On n'a pas le droit de remettre en cause la signature de l'État comme ça quand on est Premier ministre de la République. Philippe Richert, est-ce que du coup pour protester, vous allez prendre une décision personnelle? Est-ce que vous serez encore président de cette région Grand Est ou pas? C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec cela. À titre personnel, j'ai eu l'occasion de regarder comment le travail doit être fait. Il faut à un moment donné regarder comment on continue. J'aurai l'occasion dans les jours qui viennent de faire une déclaration sur le sujet. Vous ne serez donc peut-être plus président de la région Grand Est la semaine prochaine? Je crois vous dire que je ferai une déclaration, vous aurez l'occasion d'être invité. Puis j'espère que vous serez présent, puis vous verrez bien la déclaration que je ferai. Merci beaucoup Philippe Richert d'avoir répondu à nos questions en direct d'Orléans.
Merci à vous, Oriane, pour cette réaction. On en vient maintenant aux conséquences des élections sénatoriales. On l'a vu, elles ont eu un impact assez faible sur le renouvellement, mais le contexte pourrait évoluer. Les sénateurs ont en effet jusqu'au 1er octobre pour choisir entre leur mandat de parlementaire et leur mandat local. 40% d'entre eux sont concernés par le non-cumul. Stéphane Amalian. Première séance photo pour Olivier Léonard. Il fait partie des 101 nouveaux sénateurs élus dimanche dernier. Allez, on est parti. Tout juste le temps des dernières démarches administratives et de recevoir une formation sur le fonctionnement du Sénat. Vous retrouvez tout ici. Si vous vous posez la moindre question, tout est là. C'est effectivement tout nouveau, donc on essaye c'est bien d'abord, on a une administration qui fait un travail incroyable parce qu'ils sont très très précis et puis ils nous prennent en charge, donc je dois le dire que c'est extrêmement aidant. Cette année marque un grand renouvellement au Sénat, car outre l'arrivée de sénateurs fraîchement élus, d'autres quittent la Haute Assemblée pour se conformer à la loi de non-cumul des mandats. Comme Jean-Léonce Dupont, qui devait siéger encore 3 ans, mais qui a choisi ses mandats locaux, non sans amertume. J'ai été totalement obligé. Je peux même vous le dire, parce que, vous savez, on voit toujours les élus comme presque des monstres froids. Nous sommes des hommes et des femmes comme tout le monde. Nous avons des émotions, nous avons des ressentis, nous avons des sentiments. C'est un moment difficile de la vie d'un élu quand on est, comme moi, attaché si profondément aux 2 institutions qu'on a eu la chance de pouvoir servir. Sur les 177 sénateurs élus en 2014, et donc non soumis à l'élection de dimanche dernier, 101 devront faire le choix entre le Sénat ou leur mandat local. Date limite le 2 octobre. Et Benjamin Morel, prix de thèse du Sénat, est notre invité. Il répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Alors, on l'a vu dans le reportage de Stéphane Amalian, il y a eu un fort renouvellement du Sénat lors de cette dernière élection. Un taux de renouvellement de près de 56% si l'on considère 2014 et 2017. Comment ça s'explique selon vous ? Comme vous l'avez bien montré dans votre reportage, ça s'explique d'abord par la fin du cumul des mandats. D'accord ? Pour beaucoup de parlementaires, le mandat local est vu comme étant plus satisfaisant. C'est-à-dire que quand vous êtes maire, quand vous êtes président d'un conseil départemental, eh bien vous voyez réellement les choses avancer. Alors que quand vous êtes au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, notamment dans l'opposition, eh bien souvent l'action concrète est plus difficile. Donc quand le cumul était permis, eh bien les parlementaires pouvaient conjuguer une action nationale d'un côté et de l'autre cette action concrète locale qu'ils jugeaient très valorisante. Évidemment, quand on leur demande de choisir, c'est compliqué. C'est donc le non-cumul qui explique cela pour vous, parce qu'il y a des sénateurs qui l'ont déjà anticipé et des sénateurs qui vont donc certainement quitter le Sénat en vertu de son application à partir du 2 octobre prochain. C'est particulièrement le non-cumul. Il n'y a pas de changement plus profond au niveau du Sénat qui explique aussi... Le Sénat, par exemple, ne serait pas hermétique au changement ? Non, le Sénat n'est pas hermétique au changement. Le Sénat change plus lentement. Ce qui s'explique, c'est-à-dire que le Sénat, en fait, qu'est-ce que c'est ? D'un point de vue sociologique, je dirais presque, c'est-à-dire du point de vue de ce que représente le Sénat, eh bien, c'est une sorte de représentation des réseaux locaux, des réseaux d'élus qui se construisent par strates successives d'élection en élection. Donc, ces changements, ils sont lents à être perçus dans le temps. Il faut qu'une élection, en balayant une autre, que le personnel politique évolue. Donc le Sénat n'est pas imperméable au changement seulement, et c'est pour ça qu'il est le Sénat, cette assemblée des continuités, eh bien il met du temps à changer. Beaucoup plus qu'à l'Assemblée nationale où il y a le scrutin universel direct, et là pour le coup, eh bien, on a vu, il peut y avoir une volonté des électeurs de faire table rase. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez 2 grands facteurs en fait qui jouent. À l'Assemblée nationale, le mode de scrutin amplifie les victoires. Prenez La République En Marche. Au premier tour, les candidats de La République En Marche reçoivent sur leur nom environ 15% des votes des inscrits, d'accord ? 20-30% des votants. C'est peu relativement. Mais par la magie du scrutin majoritaire à 2 tours, tout ça, ça donne une majorité absolue. Ça, c'est le premier facteur. Ça n'existe pas au Sénat, tout du moins pas dans les mêmes termes. Le deuxième facteur, c'est qu'encore une fois, vous êtes élu au Sénat par un personnel politique ancré, qui a plutôt tendance à favoriser les gens qu'il connaît bien, dont il sait qu'ils vont pouvoir, ces élus, porter la voix
des territoires au Sénat. Et donc tout ça, cette confiance, cette construction d'une commune vision, ça se travaille, ça prend du temps. Et donc on élit rarement un perdreau de l'année. Est-ce que vous pensez du coup qu'il va falloir attendre qu'il y ait de nouvelles élections intermédiaires pour que le Sénat enregistre les grands bouleversements politiques qu'il y a eu cette année avec l'avènement de La République En Marche ? Si La République En Marche a un succès relativement notable et important aux élections locales, oui. Après, si jamais elle si elle ne remporte pas de succès important, non. C'est-à-dire qu'encore une fois, il s'agit d'ancrer le succès dans le temps. Le Sénat est le comptable de tous ces succès électoraux successifs. Ça prend du temps. À l'Assemblée nationale, vous pouvez faire le casse du siècle un jour, ou plutôt 2 jours, les jours des 2 tours, et tout d'un coup avoir une majorité absolue. Au Sénat, il faut construire sur le temps long une victoire. Et donc, ça va dépendre de la capacité de La République En Marche de construire sur le temps long son ancrage politique dans le territoire français. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Je parlais tout à l'heure du fort taux de renouvellement cette année du Sénat. Le paradoxe, c'est que, au niveau sociologique, ça n'a pas beaucoup bougé. C'est à peu près le même âge. La parité avance, mais elle avance lentement. On retrouve à peu près les mêmes métiers. Pour l'essentiel, d'abord des fonctionnaires, ensuite des cadres, très peu d'ouvriers. Ça, pour vous, c'est susceptible de changer ou pas ? C'est susceptible de changer, oui et non. C'est-à-dire que je dirais que ce n'est pas propre au Sénat. On a une sociologie de l'Assemblée nationale qui a beaucoup évolué grâce en effet à la victoire de La République En Marche, qui a proposé des candidats qui n'étaient pas issus des moules traditionnels. Jadis, vous aviez 2 modes, on va dire, d'accession au Parlement. Vous aviez les parcours militants, et il fallait avoir passé des années et des années dans un parti politique pour qu'on vous fasse assez confiance pour vous présenter aux législatives. Au Sénat, on était plutôt dans un parcours, ça existait les parcours militants, mais on était plutôt dans un parcours local. Il fallait avoir fait le cursus honorum local, avoir été maire, conseiller départemental, connaître un peu tout justement ces grands électeurs. Ça demeure ? Ça demeure, et ça demeure au Sénat. Et ça implique du coup une sociologie particulière. Et les grands bouleversements qu'on a connus à l'Assemblée nationale sont moins possibles, comme vous le disiez. Après, la question de l'âge est également liée à ça. C'est-à-dire que les nouveaux députés n'ont pas poursuivi ce cursus honorum. Et donc, ils sont arrivés relativement jeunes. On fait toutes les étapes pour devenir sénateur. C'est ça. Et au Sénat, vous avez ce cursus honorum qui perdure et qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que du coup, on apprend le métier. D'ailleurs, non seulement il faut avoir passé toutes les strates d'élus locaux, mais d'ailleurs, on a constaté lors de ce renouvellement qu'il y avait aussi l'arrivée de nombreux anciens ministres. On a vu Marc-Philippe Daubresse ou encore Édouard Courcial, Patrick Kanner à gauche. Oui, il y a beaucoup d'anciens ministres. Vous avez plusieurs profils de sénateurs. Vous avez en effet le grand élu local qui a un peu roulé sa bosse dans les collectivités. Et vous avez d'une certaine façon une prime à ce type de personnel politique qui a une forme d'éminence au regard des fonctions nationales qu'ils ont occupées. Donc ça a toujours été une permanence du Sénat et depuis la Troisième République. Et c'est quelque chose qui perdure. Du coup, certains diront que le Sénat se renouvelle peu, mais du coup, il peut aussi y avoir beaucoup moins d'accusations d'amateurisme comme il y a pu avoir à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Alors ça, c'est le danger et la chance pour le Sénat. Le danger, en effet, c'est qu'on dise qu'il est le représentant du vieux monde. Je ne crois pas beaucoup à cette idée d'ancien et de nouveau monde. Le nouveau monde, il a émergé il y a quelques mois et c'était sur une simple élection. Le Sénat, justement, comme je le disais tout à l'heure, il est cette chambre des permanences et des permanences électorales qui se construisent sur le temps long. Et du coup, le personnel politique issu des élections sénatoriales peut faire valoir cette capacité à mieux améliorer les lois, à mieux comprendre le processus législatif, sachant que parlementaire, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un métier. Faire un amendement, faire une proposition de loi, intervenir en CMP, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et quand on improvise, généralement, ça se passe pas bien. C'est quelque chose qui s'apprend, notamment au contact des anciens. Et là, du coup, le Sénat a peut-être quelque chose à faire valoir. C'est ce côté expert en droit qu'il va devoir jouer pour vous. Le Sénat, c'est sa carte maîtresse dans le dialogue avec l'Assemblée nationale à venir? Alors, pas forcément expert en droit, c'est-à-dire que ce n'est pas une assemblée de juristes. D'ailleurs, si vous prenez les chiffres justement des professions, vous verrez que les professions juridiques ne sont pas forcément surreprésentées. Mais c'est cette capacité à manier le droit. Et ça, c'est quelque chose de différent. Vous avez une idée politique, c'est bien, c'est beau. Maintenant, faire de cette idée politique un amendement, une proposition de loi, c'est faire passer d'un langage qui est d'un langage politique à un langage juridique. Et cette capacité de passage, de construction d'un langage juridique sur une proposition politique, ça encore une fois, c'est un métier.
Un dernier mot sur l'actualité de cette semaine au Sénat, c'est l'élection des présidents de groupe. Et finalement, on voit que Bruno Retailleau va rester à la tête du groupe des Républicains, Didier Guillaume à la tête du groupe socialiste, certainement Éliane Assassi. On en a parlé tout à l'heure, elle est seule candidate chez les communistes. Gérard Larcher devrait être réélu lundi. Finalement, en tout cas au niveau des têtes d'affiche du Sénat, ça ne va pas beaucoup changer avec cette élection ? Non, ça ne va pas beaucoup changer et il y a une raison, je dirais presque structurelle, c'est que la plupart des grands groupes traditionnels ont gagné. C'est-à-dire les Républicains ont gagné, ils ont fait une bonne campagne, mais ils étaient quand même aidés par les élections de 2014, et les groupes de gauche également ont gagné. Certes, ils ont perdu en voix, mais il ne faut pas oublier que les dernières élections qui ont vu l'élection justement des sénateurs de cette moitié du Sénat, c'était les élections de 2011, très très favorables à la gauche, avec une réforme des collectivités qui n'était pas passée, avec des élections locales qui avaient été gagnées par la gauche pendant des années et des années. Et tout d'un coup, dans un contexte très très différent, la gauche fait plus que sauver les meubles. Elle perd relativement peu de sénateurs. Et ça, c'est quand même apporté au crédit des groupes de gauche et du travail sur le terrain des sénateurs de gauche. Donc d'une certaine façon, tous ces groupes aujourd'hui ont, à part La République En Marche, qui est un nouveau groupe, mais tous ces groupes ont des raisons de se montrer satisfaits de leur direction. Oui, en clair, on ne change pas une équipe qui gagne ou qui sauve les meubles. Merci beaucoup, Benjamin Morel, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam Tranui. Va-t-on vers un durcissement du cadre légal en matière d'immigration dans un projet de loi qui doit encore être transmis au Conseil d'État? Le gouvernement envisage de porter le régime de la rétention administrative de 45 à 90 jours pour les étrangers en situation irrégulière. Alors avant d'en parler avec mes invités, les explications de Sandra Cerquera. Bonjour messieurs. Aujourd'hui, la durée de rétention des étrangers est de 45 jours. Période pendant laquelle les pouvoirs publics mènent les démarches de renvoi auprès du pays d'origine. Une durée de rétention que le gouvernement souhaite doubler en passant de 45 à 90 jours pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Une mesure jugée inefficace par François-Noël Buffet, vice-président de la Commission des lois au Sénat. Quel est le problème? Le problème, ce sont principalement les déboutés du droit d'asile. Donc que l'on traite très rapidement la question des déboutés et qu'on les renvoie très rapidement dans leur pays d'origine ne passe pas nécessairement par une durée de rétention qui soit allongée. Sans compte, ça procède d'abord par une volonté déterminée et des moyens donnés à nos services de pouvoir les raccompagner dans un délai extrêmement bref. Et la durée de rétention pourrait à titre exceptionnel être prolongée de 15 jours dans le cas où l'étranger ferait obstruction à son éloignement. Le syndicat de la magistrature qualifie cette loi de dangereuse. Nous estimons que là, on ne va clairement pas dans la bonne voie, sachant qu'en parallèle, ce qui est le mouvement récent, c'est un mouvement de fermeture en termes d'octroi des titres de séjour. Et ça, c'est tout de même préoccupant pour une démocratie telle que la France. Ce texte, il est annoncé alors même que dans le projet de loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, on voit que les contrôles aux frontières vont être renforcés. On nous dit que c'est uniquement pour lutter contre le terrorisme et on voit bien qu'en parallèle, on nous propose un texte qui vise à augmenter les reconduites à la frontière. À 90 jours, la France resterait dans la fourchette basse de la moyenne européenne. En Allemagne, par exemple, le délai de rétention administrative est 2 fois plus long et peut durer jusqu'à 180 jours. Et on ouvre tout de suite le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Esther Benbassa, bonjour. Sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Vous avez été réélue dimanche. Merci d'être avec nous. Roger Karoutchi est également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Sénateur des Hauts-de-Seine, sénateur LR également réélu dimanche. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pacôme Rubin. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Paris, membre de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. La première question est pour vous d'ailleurs. Est-ce que vous confirmez ce qu'il y a fuité notamment dans l'AFP sur ce projet de loi sur l'immigration avec cette principale mesure sur l'allongement à 90 jours de la rétention, de la durée de rétention pour les réfugiés? Je confirme rien, évidemment. Bonjour, déjà merci de m'accueillir sur ce sujet. Je crois que c'est un sujet sur lequel il y a des débats qui s'ouvrent, d'ailleurs qui avaient déjà été dans la campagne présidentielle sur la politique migratoire. Il y a différentes visions. Il y a les visions du président de la République, qu'il avait clairement énoncé pendant la campagne. Et là, le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse mettre en application cette vision qui, pour moi, est une vision d'équilibre entre le fait d'accueillir
des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient la mort, la torture, qui fuient des conditions extrêmement difficiles où leur vie est en jeu, et de pouvoir améliorer l'asile, mais aussi que dans notre pays, nous puissions respecter nos propres lois. Et donc, à partir du moment où il y a des personnes, en étant évidemment le plus humain possible, mais des personnes qui ne sont pas en légalité sur notre territoire, eh bien, il s'agit aussi d'avoir une certaine forme de fermeté afin que nos lois soient respectées. Je crois que c'est une demande de nos concitoyens. Esther Benbassa, le chef de l'État, qui estime aujourd'hui que nous reconduisons beaucoup trop peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Cette phrase me déplaît profondément. Enfin, dire qu'on reconduit peu, bon, alors faisons plus. Non, mais franchement, là d'abord c'est une déclaration d'affichage, puisqu'on sait qu'après le 32e jour, il y a très peu de laissez-passer qui sont obtenus. Alors, je ne vois pas, en prolongeant à 90 jours, est-ce on aura plus de laissez-passer. C'est enfin une mesure d'affichage pour montrer que, voilà, on fait l'essentiel. Et il n'y aura pas trop de réfugiés, pas trop d'immigration. Bon, mais enfin, il y a une réalité aussi derrière cela. Macron n'est pas le premier. La loi Besson 2011 avait prolongé de 30 à 45 jours, et cela n'a rien empêché. Et vous avez dit qu'en Allemagne, je ne sais pas qui est-ce que c'est vous. En Allemagne, il y avait plus de reconduction, oui, mais en Allemagne, il y a eu quand même 1 million de réfugiés qui ont été admis. Enfin, bon, il y a une grosse différence avec notre pays. Ouais, Roger Carochi, le Sénat a beaucoup travaillé sur ces questions. Il y avait eu un rapport, et notamment le vôtre, et sur ces questions de personnes qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire et qui ne le font pas. Alors, est-ce que vous pensez que cette mesure va permettre justement d'augmenter les éloignements? Un peu clair, parce que dans le dialogue, là, on parle de réfugiés. Non, on ne devient réfugié dans ce pays que lorsqu'on obtient le droit d'asile. Et ceux-là ne sont pas dans les centres de rétention. Alors ceux qui sont en situation irrégulière, c'est ceux qui ont demandé le droit d'asile, pour qui, de fait, la procédure n'est pas positive, et ils sont en centre de rétention. Ils font appel, il y a des procédures assez longues. Moi, je suis assez d'accord sur le fait de prolonger la durée. Non pas pour forcément les reconduire, mais parce que du fait des associations et des recours, les procédures sont longues. Or, si vous avez seulement 90 jours et que les procédures ne sont pas terminées, vous vous retrouvez dans un cul-de-sac à l'arrivée. Donc, il faut à la fois plus de reconduite aux frontières, ou plus exactement, il faut appliquer les reconduites aux frontières, parce que les magistrats en décident d'un certain nombre, et nous n'en procédons en réalité qu'au quart. Donc ça, c'est anormal. S'il y a une décision de justice sur la reconduite, elle doit être appliquée. Rien que cette application ferait multiplier par 4 le nombre de reconduites. Ce serait considérable. Ouais. On ne le fait pas parce qu'il y a des recours, parce que c'est cher. Il faut dire les choses, c'est cher. Il y a des problèmes budgétaires de reconduite aux frontières. Mais sinon, moi, pour la prolongation en centre, je pense que c'est une bonne chose pour que les procédures puissent se faire dans les mesures normales. Ouais. Et je voudrais dire que l'allongement de ce temps est requis, n'est-ce pas, pour des raisons, disons, d'obtention du laissez-passer. Alors, nous avons quand même des tableaux uniquement entre 1 et 4% des reconductions se sont faites après le 32e jour. Donc, on n'a pas besoin de mettre les gens 90 jours en prison. Ce sont des chiffres... C'est pas en prison, enfin, c'est quand même... Non, la détention, c'est une mesure de... Oui, enfin, une mesure privative, mais privative de liberté. Donc, bon, je crois que c'est vraiment de l'affichage. En plus, moi, j'ai vu en CRA, l'année dernière, des gens qui étaient là, de passage, ou à la veille de... Oui, en attendant la reconduction. Il y a aussi des mineurs qui sont mis en centre de rétention lorsque leurs familles ont une procédure de reconduction à la frontière, et nous avons été condamnés par la Cour européenne pour... Est-ce que cette mesure d'allongement va concerner les mineurs, Pacôme Rupin? Bon, d'abord, il faut être très vigilant. Encore une fois, on est dans le début d'un débat. Comme vous l'avez dit,
c'est une fuite. Il y a un travail maintenant qui doit être fait. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont pour la rétention à la base. Simplement, il y a une question d'efficacité aujourd'hui. Monsieur Carucci l'a dit, il y a la question des recours. Mais il y a aussi la question d'un certain nombre de pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Ou qui ne sont pas sûrs. Et donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a des temps plus longs en Allemagne. Mais c'est là où il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on soit cohérent. Il faut d'abord faire ce travail-là avec ces pays pour que le temps de rétention soit le plus court possible. Ça doit être ça l'objectif. C'est que la procédure soit la plus humaine possible. Mais quand on n'a pas d'autre solution, il est vrai que dans ce cas-là, c'est une mesure qui permet d'appliquer nos lois, le droit en France. Par contre, là aussi où nous devons... Ça rend la procédure inhumaine de la rallonger, pas comme Rupin ? Oui, plutôt, oui. C'est la rétention... d'une certaine manière, oui, il y a un côté inhumain. C'est vrai que c'est une disposition qui, évidemment, est privative de liberté. Donc, il faut absolument que ça soit le dernier recours. Mais, par contre, il faut qu'on le fasse quand c'est nécessaire. Enfin, donc, travaillons sur les solutions les plus humaines possibles. Non, mais moi, j'adore toutes les solutions. Il faut et on va trouver. Mais le vrai sujet, c'est que rentrent en France massivement un certain nombre de gens qui, en réalité, ne correspondent pas au droit d'asile. Enfin, c'est pas les politiques, ce sont les juridictions qui rejettent les demandes d'asile de pratiquement 75% des demandeurs. Donc, ne venez pas dire après, ah bah oui, c'est dramatique, il y a des centres de rétention. Bah, le problème, c'est qu'on laisse rentrer massivement des gens qui ne correspondent pas au droit d'asile. À partir du moment où vous avez des procédures, ça ne sert à rien d'avoir des procédures si au bout du bout, que vous ayez le droit d'asile ou que vous ne l'ayez pas, vous restez là. Donc forcément, ceux qui ne l'ont pas sont destinés à être reconduits aux frontières. Ils font des recours, c'est tout à fait leur droit. Mais pendant la période des recours, vous ne pouvez pas les laisser partir dans la nature, donc ils sont en centre de rétention. Donc il faut trouver une solution. Soit les reconductions à la frontière sont plus rapides et plus efficaces, soit vous avez nécessité d'avoir des centres de rétention. Mais ni l'un ni l'autre, c'est impossible. Alors que j'accueille Clémence Richard, bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes responsable régional à la CIMAD et vous connaissez bien ces questions de rétention. Quel regard portez-vous ? Comment réagissez-vous à cette annonce du gouvernement, si c'est confirmé dans son futur projet de loi sur l'immigration ? C'est pas finalisé. Je mets bien. Oui, c'est en attente de transmission au Conseil d'État d'allonger à 90 jours contre 45 actuellement la durée de rétention administrative pour les étrangers en attente d'expulsion. Oui, j'ai envie de vous dire que malheureusement, on est assez déçus, qu'il n'y a absolument pas de renouveau, pas de changement de paradigme. Comme si la politique d'expulsion était le seul indicateur de la réussite des politiques publiques en matière d'immigration. Sur l'allongement de la durée de rétention, c'est quelque chose qu'on dit maintenant depuis 10 ans, qu'on dit nous, associations, mais pas seulement, au niveau des rapports institutionnels, du contrôleur général des lieux de privation et de liberté, que ce sont des mesures inefficaces, puisque tous les constats qu'on a pu faire durant ces 10 dernières années et que tout se joue dans les premiers jours de la rétention administrative. Donc du coup, il n'y a absolument aucun sens à rallonger cette durée, si ce n'est de faire semblant qu'on fait quelque chose en fait pour assurer la population. Et là, on tombe malheureusement dans une instrumentalisation un peu électoraliste de la question, et que par contre, les vraies victimes sont toujours les personnes étrangères, parce qu'on sait que l'allongement de la durée de rétention, c'est beaucoup de traumatisme pour les personnes. C'est intéressant de rappeler que la France s'est fait condamner quand même pas moins de 5 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour le placement des familles en centre de rétention, pour des traitements qui ont été considérés comme des traitements inhumains et dégradants au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc voilà, nous à la CIMAD, on espérait en tout cas qu'on soit dans un changement de paradigme. Pas comme Rupin. Mais je rejoins en partie le constat que vous venez de faire, madame. C'est inefficace, ça sert à rien. Non, c'est pas là-dessus où je rejoins le constat. Là où je rejoins le constat, c'est qu'en effet, aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement. On le sait, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a plusieurs fois dit dans la campagne présidentielle et depuis qu'il est président de la République. Aujourd'hui, notre capacité, par exemple, à donner une réponse à un demandeur d'asile est beaucoup trop longue. Oui. C'est pour ça que nous voulons la réduire.
de manière drastique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens qui sont mis en place pour accueillir les demandeurs d'asile, parce qu'en effet, ils n'ont pas le statut de réfugiés, les demandeurs d'asile sont encore insuffisants. Donc il y a tout un travail à faire sur l'accueil pour qu'ensuite, derrière, il puisse y avoir une réponse qui soit évidemment humaine, mais qui respecte encore une fois notre droit. Quand il y a une décision qui a été prise que quelqu'un devait quitter le territoire parce qu'il ne répond pas aux critères de demande d'asile, cela doit pouvoir être fait. Esther Benbassa. Oui, enfin, nous avons très mal géré par rapport à d'autres pays européens la crise humanitaire avec l'arrivée massive des réfugiés, et ce n'est pas toujours en rappelant qu'il faut enfermer les réfugiés, qu'il faut rallonger le temps de rétention, qu'on va régler, je peux finir, merci, qu'on va régler le problème. Moi, je me souviens encore récemment, d'ailleurs, Madame Hazan a fait un rapport, la contrôleur des lieux de détention a fait un rapport. Et à la veille des élections régionales, lorsque j'ai rendu visite à des centres comme celui de Vincennes, Paris-Vincennes, il y avait des réfugiés qu'on avait amenés de Calais parce que ça réduisait le nombre. Il y avait dans d'autres cas aussi, dans d'autres centres de rétention, et Madame Hazan avait fait un rapport là-dessus. Alors il faut quand même se dire qu'il faut à un moment donné prendre ses responsabilités. La crise des réfugiés, c'est pas la première fois que ça arrive. Nous avons eu en 1939 les réfugiés espagnols, les réfugiés juifs après l'occupation de l'Autriche. Cela n'est pas nouveau, et chaque fois on a l'impression que c'est nouveau, que ça tombe du ciel, et que la seule chose c'est de les éloigner et de les rendre invisibles. Je comprends Madame Benbassa, mais enfin, comparons pas les retours de 39 ou de 38 ou des années du nazisme avec ce qui se passe. Non, je parle des réfugiés espagnols. C'est un peu plus compliqué. Je comprends ce que dit notre collègue député, sauf que la vérité, c'est que c'est une course-poursuite. On dit on augmente les effectifs de l'OFPRA et de l'Office, c'est-à-dire des offices qui s'occupent de l'immigration. Ils ont augmenté globalement en 10 ans de 25%. C'est beaucoup, et il y a eu, je le reconnais, sous le gouvernement Hollande, un vrai effort d'effectifs. Sauf qu'on a augmenté de 25% les effectifs qui traitaient les dossiers, alors que le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 100%. C'est-à-dire que c'est une course. Si vous dites il faut raccourcir la durée de traitement pour éviter les centres, pour reconduire aux frontières, d'accord. Mais alors soit il faut faire exploser les effectifs de l'OFPRA, soit il faut faire en sorte qu'à l'entrée, vous ayez évidemment plus de sélection sur ce que sont réellement les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, il faut dire les choses, le demandeur d'asile, dans 25% des cas, c'est un vrai demandeur d'asile. Dans 70%, 75% des cas, c'est en réalité un immigré économique qui demande l'asile. Alors après, le mode de sélection est problématique. On va sélectionner. La sélection c'est à l'entrée de possible. l'université. Oui. On n'a pas encore à l'entrée. Alors c'est pas la même chose. Roger Carotti. Seulement. Allez-y, Clémence Richard, vous souhaitez intervenir. Peut-être sur les conditions de rétention des personnes justement dans ces centres. Quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez nous dire, vous en tant qu'association justement, comment vous trouvez les personnes qui sont là? Vous y avez accès? Comment ça se passe? Alors, sur les conditions de rétention, on est clairement dans un enfermement administratif, avec des dispositifs qui sont entourés de barbelés, gérés par la police aux frontières, donc avec un univers extrêmement carcéral, pour des personnes, et ça c'est important de le rappeler, qui n'ont pas commis de délit, puisque le séjour irrégulier n'est pas un délit, ça a été décidé au niveau européen, et je pense que c'est important de reposer les choses comme ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que dans les discours, on est souvent dans quelque chose de punitif, de répressif. C'est pas ça, on est vraiment face à des personnes qui fuient leur pays pour des raisons bien souvent sérieuses. Je veux revenir quand même sur cette dichotomie qu'on entend beaucoup entre les vrais réfugiés politiques et les faux qui seraient les migrants économiques. Les migrants économiques par rapport à nous, ce qu'on rencontre, par rapport aux personnes qu'on rencontre dans nos permanences, qu'on rencontre dans les centres de rétention, puisque la CIMAD fait partie des associations qui interviennent dans les centres de rétention, on s'aperçoit que les parcours sont beaucoup plus complexes.
complexe et que les choses sont beaucoup plus liées et que voilà, de reconnaître en fait les raisons politiques, qui les raisons économiques, qui les vrais défauts, on s'aperçoit qu'en tout cas toutes ces personnes ont comme dénominateur commun de fuir un pays qui est bien souvent dans une situation, dans des pays, enfin, de fuir des pays qui sont bien souvent dans des situations extrêmement dramatiques. Voilà, revenir aussi quand même sur cette idée en fait du raccourcissement des délais. Il faut faire attention à ce que raccourcissement des délais dans l'étude et l'examen des demandes d'asile ne rime pas avec un caractère expéditif de la demande, parce qu'on sait ce qu'on s'aperçoit aussi sur le terrain dans nos permanences à la CIMAD, c'est qu'on a une multiplication des procédures accélérées et derrière une dégradation des garanties d'examen avec des raccourcissements des délais pour faire des recours et du coup vraiment une considération des personnes étrangères comme des justiciables et des administrables de seconde zone. Pas comme Rupert, on sait bien que c'est tout l'enjeu pour le chef de l'État, faire en sorte que la législation française arrive, alors pardon du terme, mais à distinguer justement les réfugiés économiques des autres. Comment le faire? Moi, je suis pour c'est l'enjeu, Esther Benbassa. Moi, je suis pour qu'on soit attentif sur, en effet, la possibilité de recours sur la demande d'asile. Mais attention, être 2 ans demandeur d'asile, voire plus. C'est vraiment pas extraordinaire, parce que dans ce cas-là, on ne peut pas travailler, on ne peut pas s'insérer, on n'a pas de visibilité sur son avenir. Et donc moi, je pense que de réduire la durée de la demande d'asile, c'est d'abord pour donner de la visibilité à ces personnes qui en ont besoin pour se reconstruire. Donc c'est pas, il faut qu'on conserve le droit de recours, mais il faut aussi qu'on soit beaucoup plus efficace. Et puis deuxième chose, on l'a réduit, on a fait une loi, on l'a réduit à 9 mois. Et actuellement, il y a des gens qui dorment 2 jours devant la préfecture. C'est une question opérationnelle. Pour rentrer parfois plusieurs jours. C'est une question opérationnelle. Il faut remettre en cause aujourd'hui la manière dont cela peut être fait, en mettant plus de moyens, en étant plus efficace. Moi, je veux dire, les personnels de l'OFPRA, des tribunaux ou de l'OFI font un travail considérable. Donc ce n'est pas la qualité des personnels qui est en jeu, c'est le nombre. Il est évident que lorsque les gens doivent suivre autant de demandes en étant finalement si peu nombreux, voilà, ça rallonge les délais. Mais en même temps, on est dans une fausse situation, parce que comme on se rend compte qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'asile, de plus en plus longtemps sans réponse, on commence à donner des dérogations pour avoir droit à aller sur le marché du travail, pour voir comment on fait sur les logements. Et ça donne une situation totale d'impréparation, de non-contrôle. Et c'est ça aussi qui donne ce sentiment un peu de non-maîtrise. Alors je ne sais pas ce qu'il y aura dans le texte au final, on verra bien. Mais il est évident qu'il faut un texte, enfin, il aurait fallu surtout des mesures. Mais il faut un texte pour ou accroître les moyens. Je précise d'ailleurs que moi, je proteste également sur le fait qu'au-delà des CRA, on ne met pas beaucoup de moyens sur l'intégration réelle. Parce qu'une fois qu'ils ont le statut, on ne fait pas de cours de langue ou très peu, on fait très peu de projet de loi. Ça faisait partie de votre rapport, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Esther Benbassa. Oui, mais là, je suis... Enfin, sur quelques points, je suis en accord avec vous. Mais nous avons, dès le départ, mal géré l'arrivée des réfugiés. Nous ne sommes pas le pays qui peut s'enorgueillir d'avoir le mieux accueilli ces réfugiés ou d'avoir accueilli des réfugiés proportionnellement, n'est-ce pas, au nombre de ses habitants. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, vu le nombre de réfugiés qui est élevé, mais qui n'est pas impossible de pouvoir les réintégrer, on peut le faire. L'Allemagne l'a bien fait, Merkel a gagné les élections, d'accord. Alors nous, on vit parce que on se sert de la question des réfugiés et pour faire de la politique. Et on l'a vu depuis. Oui, bon, enfin, réfugiés, d'accord. Écoutez, maintenant, on ne va pas jouer sur les mots, demandeurs d'asile. C'est important, le distinguo est important. Immigrés. Esther Benbassa, on arrive bientôt au terme de ce débat. Je voudrais donner la parole à Clémence Richard pour conclure. Justement, est-ce que vous pensez que les associations vont pouvoir plaider auprès du gouvernement pour infléchir peut-être cette mesure ?
On espère infléchir cette mesure et puis aussi voir effectivement tout ce qu'il y a à côté sur la politique d'intégration, parce que là finalement la première chose qui file, c'est cet allongement de la durée de rétention qui est à notre sens et au sens, je le redis, aussi des rapports institutionnels inefficaces et producteurs de traumatisme. Mais ça serait aussi intéressant de regarder en fait au niveau de l'examen des cartes de séjour et de sortir en fait de la précarité administrative l'ensemble des personnes étrangères. Par exemple, une des pistes pourrait être aussi la multiplication. On aura l'occasion de vous réinviter pour en parler. Des cartes de séjour avec des délais beaucoup plus longs. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, votre émission L'épreuve de vérité. Invité ce soir Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Bonne soirée à tous. Thank you.